Et l'on poursuit avec notre invité Laurent Cohen-Tanugy. Vous êtes vice-président de l'Institut Jacques Delors. Merci d'être avec nous. Qui fait un saut dans le vide aujourd'hui? Est-ce l'Union européenne ou est-ce la Grande-Bretagne? Je crois que c'est d'abord la Grande-Bretagne qui a pris l'initiative. Je crois que c'est effectivement un saut dans le vide. Je crois que toutes les études qui ont été faites par toutes les institutions publiques, privées, etc., ont annoncé depuis longtemps que le Brexit serait un désastre pour le Royaume-Uni. Je crois que c'est un désastre pour le Royaume-Uni, on va le voir. Je voudrais donc dénoncer, au moins à titre personnel, l'irresponsabilité de M. Cameron d'avoir s'être lancé dans ce référendum, puisque finalement il souhaitait que le Royaume-Uni reste dans l'Union. Voilà, et c'était effectivement aussi une très mauvaise nouvelle pour l'Europe, pour l'Union européenne. Moins un saut dans l'inconnu parce qu'il y a une procédure qui est prévue et puis l'Europe continue. Mais c'est une très mauvaise nouvelle d'avoir perdu la Grande-Bretagne. Alors vous dénoncez l'initiative de David Cameron parce qu'effectivement aujourd'hui la procédure de divorce a été entamée en plusieurs actes, on peut dire. Il y a eu le sommet européen à Bruxelles en 2011 lorsque David Cameron a refusé de signer le pacte budgétaire. Et puis après en 2013 lorsque David Cameron renégocie le statut de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Certains ont alors parlé de chantage. Et puis il y a eu 2015. Donc pour être réélu, il met ce référendum en place avec le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que David Cameron, aujourd'hui, est-ce que c'est le populisme de David Cameron qui a payé aujourd'hui ou est-ce que c'est tout simplement plus largement la faillite des élites européennes? Je crois que c'est d'une certaine manière la faillite des élites européennes, en tout cas dans le sens où on abdique la démocratie représentative qui a été inventée au XVIIIe siècle pour précisément traiter des sujets complexes qui ne doivent pas dépendre de l'intérêt personnel de chaque individu qui vote un référendum, mais qui doit être assumé par les dirigeants politiques d'un pays, par le Parlement. Voilà. Alors ça a été abdiqué et ça, évidemment, apporte de l'eau au moulin des populistes. Lorsqu'on me parle de contagion de référendums nationaux, je dis, voyons ce qui va se passer au Royaume-Uni. Et ensuite, ceux qui voudront prôner des référendums nationaux au nom d'un souverainisme, d'un nationalisme totalement en décalage avec les réalités du monde d'aujourd'hui, je serais heureux de les voir proposer ça pour la France, pour les Pays-Bas, pour d'autres pays. Je crois que les dirigeants doivent assumer leurs responsabilités sur des questions. Deuxième objection que j'ai, c'est que sur des sujets qui intéressent l'ensemble des Européens, si on veut vraiment faire des référendums, il faut les faire à l'échelle de l'ensemble de l'Europe. Voilà. Donc le Brexit n'est pas une victoire de la démocratie comme on l'entend déjà depuis ce matin? Non, absolument pas. C'est absolument pas une victoire. C'est une victoire des pseudo-démocrates europhobes qui effectivement jubilent aujourd'hui au chevet de l'Union européenne. Et les vrais démocrates doivent assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leur population et d'expliquer en quoi nous avons absolument besoin de l'Europe. Vous évoquez justement les conséquences sur le Royaume-Uni. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, comme ça, à chaud, que le peuple britannique a pris conscience de l'importance de son acte en mettant son bulletin dans l'urne du Brexit? Non, enfin, d'abord, il y a 48% des Britanniques qui ont voté pour rester dans l'Union, notamment les jeunes qu'on a privés aujourd'hui, qui sont dans des situations vraiment catastrophiques, tous les milieux économiques. Donc, parmi les 52%, je ne crois pas, honnêtement, qu'une majorité des gens qui ont voté pour le Brexit ont vraiment pris la mesure des conséquences que ça aurait pour leur pays, pour l'Europe, pour le monde occidental également, parce que je crois que s'il y a un grand vainqueur aujourd'hui, c'est peut-être M. Poutine qui doit se frotter les mains de la désunion de l'Europe. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant si Mme Le Pen est une alliée objective et ouverte de M. Poutine. Voilà. Donc il y a ceux qui ont intérêt à la désintégration de l'Europe. Et il y a ceux qui essayent de construire quelque chose parce que seule la dimension européenne nous permettra d'affirmer nos valeurs dans la mondialisation, dans le monde dans lequel nous sommes. Alors concrètement, très rapidement, on ne quitte pas l'Union européenne sans respecter certaines règles. Oui. Il y a ce fameux article 50 qu'on met en avant. Comment cela va-t-il se passer et quel est l'avenir de l'Europe sans les Anglais? Enfin, c'est une vaste question, quelques secondes, mais... Oui, enfin, il y a une procédure qui est prévue, l'avenir de l'Europe. Je crois que l'Europe va continuer. Il faudra essayer de trouver une solution avec les Anglais. Il n'y a aucune bonne solution pour eux, d'ailleurs, parce que toutes les solutions alternatives, l'exemple suisse, norvégien, est plus mauvais que ce qu'ils ont actuellement. C'est ce que disait Cameron à la fin, de manière un peu pathétique, en disant on a aujourd'hui le meilleur deal possible. Enfin, il aurait dû s'en apercevoir un peu plus tôt. Alors, je crois qu'il va falloir avoir un accord en matière de sécurité, parce que l'Angleterre est quand même un pilier important pour la sécurité européenne et occidentale.
Mais voilà, je crois que... Et puis peut-être que les choses vont évoluer. Je crois qu'il ne faut jamais dire... On verra ça dans les prochaines jamais dire semaines, jamais. les prochains mois, parce que ça risque d'être long encore. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Cohen-Tanuji, d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes vice-président de l'Institut Jacques Delors. Merci, monsieur. Merci.